Michel, vous comptez plusieurs titres et références à votre CV de sportive à multiples casquettes, mais comment est venu cet appétit pour le sport? Alors, c'est parti tout bêtement du sport scolaire, faire du sport avec son lycée, commencer les sports collectifs en particulier, la convivialité du sport collectif, avec à l'époque il y avait pas des maquignons, mais enfin des gens qui tournaient autour des sportifs scolaires et qui demandaient voulez-vous vous inscrire au club. Et bon, j'étais un peu hyperactive aussi quand j'étais enfant, donc j'avais besoin de me dépenser. L'hyperactivité plus le cadre sportif scolaire et ensuite dans un club, ça m'a mis le pied à l'étrier et permis de faire du sport. Et c'est au SMUC, votre club de cœur à Marseille, que vous avez connu vos premières joies de sportive. Oui, 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 l'équipe de basket du SMUC à l'époque était championne de France et avait des liens avec l'Europe entière. Donc on a fait alors que j'étais seulement cadette, là j'étais sur le banc, les juniors seniors jouaient, mais on m'avait amené dans une tournée avec l'Italie, Yougoslavie, Autriche, Hongrie. Et on était parti pour 3 semaines en vadrouille et ça a commencé à me donner le goût et me dire mais mince, avec ce sport c'est fantastique, non seulement je m'amuse, je me régale, mais en plus je peux voyager, je peux voir des choses intéressantes. Donc, Des souvenirs et des succès, vous en avez à l'appel, mais c'est ici au SMUC, adolescente, que vous avez écrit vos premières pages de sportive confirmée. oui, là c'est la première victoire, c'est ici au SMUC, le Cross des Châtaignes, où tout sportif mêlé de toutes les sections, on partait pour un cross et avec à la fin récompense les châtaignes et du cidre sans doute. Et là je l'avais gagné et c'était une victoire, c'est la victoire qui m'a le plus, enfin c'est les premières victoires qui sont toujours marquantes, c'était le Cross des Châtaignes et en suivant un premier titre de championne de France en 500 mètres cadette. C'était au stade Charletti à l'époque à Paris. Et là, vraiment, à l'arrivée, j'ai continué à courir. Je n'ai même pas réalisé que j'avais fini et que j'étais arrivée première. J'étais prête à faire un autre tour. C'était vraiment les titres qui m'ont procuré le plus de sensations, le plus de joie. Vous êtes né le même jour et la même année que l'illustre Alain Colas. Pourquoi n'avez-vous pas choisi l'élément marin comme terrain d'expression? Ah oui, avec mon père, on s'est perdu dans la brume, oui, entre le Frioul et le Prado, et la Pointe Rouge. Et on a atterri au Prado, sur la plage du Prado, mais on n'y voyait vraiment, vraiment rien. C'est vrai, c'était une brume terrible. Ouais. Oui, oui, j'ai eu très peur. J'ai cru qu'on allait couler, qu'on ne verrait plus jamais le bord. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas fait de voile, c'est simplement parce que ça s'est pas présenté. J'habitais au bord de l'eau et j'ai nagé très tôt et j'aurais pu faire de la compétition de natation si le cercle des nageurs n'avait pas été si loin de la maison. C'était vraiment compliqué d'aller nager et puis le premier entraînement de natation que j'ai fait c'était avec Alex Jani parce qu'il m'avait repéré le lycée Marseille Vert aller nager au cercle des nageurs. Et il m'avait repéré dans les bassins, il m'a dit toi, il faudrait que tu viennes un peu t'entraîner. Je suis allé voir, l'échauffement c'était 200 mètres. Au bout de 200 mètres, j'étais cuite. J'avais vu que le fond du bassin. Après, il a fallu que je rentre chez moi avec 2 bus. Je me suis dit non, ça c'est pas pour moi, c'est trop dur. Basket, handball, athlétisme, vous vous êtes rapidement affirmé comme une touche à tout du sport. Il a dû être difficile de devoir arbitrer entre ces différentes pratiques. En même temps, je faisais basket et course à pied. Je faisais du 500 mètres. Et puis toujours, là, à l'époque, il y a toujours des coachs ou des entraîneurs de clubs qui sont au bord des cours et qui repèrent les athlètes. Et ils ont vu, enfin ceux qui m'avaient vu shooter au hand en scolaire, toi tu devrais lancer le javelot. Et à un moment, j'ai eu le choix entre la course à pied et le javelot. Et peut-être un calcul de feignant, je me dis, le javelot m'a tout de suite réussi. Et en course à pied, il fallait que je passe sur 800 mètres en junior. La première année, j'ai essayé le javelot, j'ai tout de suite été championne de France et j'ai continué à lancer le javelot. Et je suis passée aussi au handball parce qu'il y avait une bonne ambiance au SMUC, des bonnes équipes de hand. Et puis je suis entrée aussi à l'ANSEP où j'étais demandée. Donc je suis passée du basket au handball, c'est-à-dire j'avais une technique de basketteuse et un shoot de handballeuse, ce qui fait que l'ensemble ça a marché tout de suite et je me suis retrouvée dans l'équipe de France de handball. Quelles étaient les forces dont vous disposiez au poste d'arrière droit? Si personne venait à 9 mètres, si j'avais pas d'adversaire qui venait me déranger, je pouvais marquer assez facilement des 9 mètres.
C'est une vitesse de bras que j'explique pas. Ou si avec mon père, quand j'étais gamine, on s'amusait, on avait une villa à passer une balle de tennis de l'autre côté du toit. Mais j'y arrivais, mais j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai commencé à le travailler quand j'ai fait du javelot un peu avec un autre lanceur de javelot qui s'appelait Michel Maquet, où je me suis entraîné avec lui. On a essayé d'améliorer la puissance, la vitesse, mais je l'avais au départ. C'est comme les gens qui sprintent, hein, ils sont rapides au départ. Hein. Après on améliore, mais quand on n'est pas sprinter, on n'est pas sprinter. Alors on peut un peu développer, mais d'un cheval de trait, on ne fera jamais un cheval de course. Vous avez réalisé un lancer du javelot qui vous a permis d'établir un nouveau record de France qui a tenu. Oui, pendant 14 ans, oui. Il était à 46, je l'ai amené à pratiquement 53, parce que 52-88 c'est quasi 53. C'est un très grand bon souvenir parce que j'imaginais pas, déjà les minima étaient assez élevés, sachant que j'allais surtout au Japon. Le Japon c'était quelque chose d'extraordinaire et j'ai été vraiment très très heureuse à ce moment-là, oui. Racontez-nous pour l'anecdote la façon dont vous avez célébré votre joie. J'ai sauté dans les bras de Allard, qui était un lanceur de champion de France de disque, et en retombant, je lui ai troué les pieds parce que j'avais, à l'époque, le javelot, on le lançait sur la piste d'élan était une pelouse, il n'y avait pas encore de tartan, et on avait des pointes très longues. Et j'avais oublié que j'avais les pointes, en retombant, il avait les pieds dessous, je lui ai troué le pied. Heureusement qu'il y avait des chaussures costauds. Pour tout sportif, les Jeux Olympiques représentent un Graal, un summum, un accomplissement. Quel regard portiez-vous dessus? Au début, les premiers Jeux Olympiques que j'ai vus quand j'étais adolescente, ça m'a intéressé, ça m'a donné envie, ça m'a donné le goût, envie peut-être d'un jour y participer. J'imaginais pas que ça serait possible, mais finalement ça l'a été. Mais ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Vous avez participé au JO de Tokyo en 1964. Que gardez-vous de cette expérience? L'expérience d'une grande convivialité, parce que à cette époque-là, le sport n'était pas encore vraiment professionnel. Donc on n'avait pas le poids des sponsors, enfin c'était pas le sport tel qu'on le voit aujourd'hui. Il commençait à y avoir Michel Jazzy par exemple, il avait un statut d'amateur, mais il était quand même quasi professionnel. C'était notre champion de l'époque. Mais il y avait une grande convivialité entre les athlètes et du pays et les athlètes étrangers. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et le sayonara, là, c'était très émouvant. L'adieu au jeu et la cérémonie et d'ouverture, mais en plus de fermeture, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose de particulier. Vous avez vite compris que votre passion pour le sport allait se transformer en vocation et que vous alliez pouvoir en faire votre métier. J'avais 7-8 ans, j'avais des voisins, un couple de voisins qui étaient profs de gym. Et je m'étais dit que c'était la vie de rêve parce que je les voyais partir au ski en février, dans les îles l'été. J'avais vu le côté vacances et le fait de faire du sport. Donc j'avais associé le sport, les vacances, je me suis dit c'est pour moi ça. Pensez-vous que par le sport, l'athlète peut devenir sain de corps et d'esprit? Quelles vertus psychologiques et physiologiques attribuez-vous au sport? C'est une bonne hygiène de vie, ça permet, maintenant tout le monde s'accorde à dire que le sport c'est bon pour la santé. On n'a pas toujours dit ça d'ailleurs, et qu'il faut le pratiquer régulièrement, donc c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. Il faut dire que à mon époque, on s'entraînait 2 fois par semaine. Je m'entraînais 2 fois par semaine au javelot, mercredi, samedi. Et puis entre-temps, on faisait un peu de hand. C'était quand même de l'amateurisme. Maintenant, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc il y a quand même il y a des charges d'entraînement que peut-être même j'aurais pas été capable d'assumer à l'époque, qui ont fait ma longévité aussi. Parce que je ne sais pas si les athlètes maintenant pourront durer aussi longtemps. Et puis j'ai eu une petite interruption de 10 années où j'ai été seulement prof de gym, où j'ai pas fait de sport. Donc ça a peut-être reposé l'organisme aussi. Et oui, le fait de trop en faire, souvent, c'est... Comment dire, le fait de trop en faire, ça détruit, quoi. Le sport, où ça conserve, où ça détruit, il faut savoir où est la limite. Il y a une zone, là, un seuil, quand on le dépasse, on se détruit, et jusque-là, on reste bien. Le surentraînement, c'est pas bon. Outre la réalisation et le dépassement de soi que l'athlète va chercher dans le sport, il y a aussi la notion de plaisir qui doit primer.
L'athlétisme, c'est dur quand même, il faut se lever, et puis courir, bon, c'est un plaisir après, mais ça peut être une souffrance aussi quand même au départ. Il faut un peu se faire mal, il y a un côté masochiste chez le sportif, mais c'est masochiste qui finit par se faire du bien après. Derrière quelles valeurs, de façon générale, courez-vous dans votre pratique sportive? Êtes-vous d'accord avec l'idée que le sport est une école de vie? Moi, je pense que tous les sports ont leurs valeurs. Bon, il faut avoir envie de faire des progrès, il faut être assidu, enfin, ça demande pas mal de qualité. On peut être un grand sportif et un connard dans la vie. On trouve de tout parmi les sportifs, les escrocs, des gens sympas. On ne va pas dire que parce qu'ils sont sportifs, ils sont forcément mieux que les autres. Le sport, c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est un dérivatif. Mais dire que c'est une école de vie, je sais pas. Le sport peut être immoral, amoral, il y a des histoires même dans les sports collectifs, les gens qu'on élimine, des coups fourrés, tu vois, on ne va pas attribuer au sport plus de morale qu'il en faut. Quels bénéfices personnels tirez-vous de la pratique du sport en général? Le sport, c'est une façon de se connaître, d'entrer en contact avec les autres. Moi, j'aime bien travailler un geste, le parfaire. C'est comme la guitare. Pendant que je me suis arrêtée, je me suis mise à la guitare parce que mon mari jouait de la guitare. Mais c'est un peu la même chose. Ça demande de la concentration, de l'application, du travail. On arrive à se connaître, à progresser, à essayer de pousser un peu ses limites ou simplement se faire plaisir. Il y en a qui n'aiment que jouer et gagner. Et moi, au tennis, j'aime taper dans la balle et arriver à en faire ce que je veux. Donc je fais beaucoup de gammes, je fais beaucoup d'exercices qui peuvent être ludiques. Et c'est ce qui m'a fait progresser. Quand on cherche à améliorer ses coups, à progresser dans tous les domaines, chercher un meilleur service, ça m'intéresse plus que gagner le match. Mais à la fin, ça me le fait gagner quand même. On oppose souvent compétition et collaboration. Vous qui avez réussi en tant que compétitrice semblez pourtant pencher vers la seconde. La compétition a un aspect négatif et la coopération a un aspect positif. Dans la coopération, on fait quelque chose ensemble pour aller vers un but. Dans la compétition, c'est le fighting spirit, on essaye de détruire l'autre. Il y a cet aspect-là. Mais voilà, c'est la différence que j'y vois. Mais maintenant, il n'y a pas de sport comme le tennis. C'est difficile de faire du sport sans compétition contre les autres, en dehors des alpinistes. Enfin, il y a des sports sans compétition. Il y a toujours quand même une compétition, être le premier, etc. Après, au moment de mai 68, là, de tout le remue-ménage des idées, je m'étais dit, bon, c'est terminé, la compétition, c'est une horreur. Que de la coopération. Mais je me rends compte que la compétition, quand elle est maîtrisée, quand à la façon des rugbyman qui font leur troisième mi-temps, qui se mettent des nions pendant la partie, qui se retrouvent, c'est pas forcément seulement l'aspect négatif. Mais quand même, il faut faire attention à pas écraser les autres, à pas vouloir vaincre à tout prix. Style, ça entraîne le dopage, ça entraîne toutes les magouilles qu'il peut y avoir pour éliminer l'adversaire. On a vu au tennis des pères de famille qui mettaient des produits dans la bouteille de l'adversaire de leur fils. C'est arrivé en Provence, des trucs invraisemblables. On parle beaucoup du fighting spirit, mais je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut insister. Il faut insister sur le dépassement de soi, essayer d'être le meilleur, mais pas sur ce côté, c'est un guerrier, je vais l'écraser, ce côté guerrier, ça me parle pas. Avec vous qui avez 73 ans aujourd'hui, vous nous donnez l'impression que l'avancée dans l'âge est tout sauf une fatalité. Plus on vieillit, physiquement on régresse, donc il faut essayer de régresser le moins vite possible pour garder son niveau et s'améliorer dans d'autres aspects qui tiennent pas à l'âge, mais un peu plus de compétences, un peu plus de de ruse, des petites choses comme ça. Peur de vieillir, non, de toute façon c'est une fatalité. L'idée maintenant que j'ai, c'est d'essayer de vieillir en restant en forme le plus longtemps possible. Ce qui fait peur, c'est pas de vieillir, c'est la perte de ses moyens, aussi bien physiques que mentaux. Donc essayer, et l'activité physique justement, ça permet de rester en forme plus longtemps. Moi je vois sur le circuit, là j'ai des petites vieilles qui ont 85 ans, mais j'en reviens pas, qui continuent à prendre leur billet d'avion, à voyager.
à faire des tournois, c'est invraisemblable ça. Moi je me disais quand j'aurai 70 ans, voilà, je vais arrêter, et puis maintenant j'en ai 73, je vais sur 74, et ma foi j'ai l'impression que j'ai toujours 25 ans en fait. Donc tant que l'envie est là, avec l'âge on se déprend. Et j'ai lu aussi que c'était une façon de rester en forme. Les gérontologues disent ça. Je t'avais dit il y a quelques années, à 70 je verrai, j'arrêterai peut-être. Et puis bon, pof, je suis championne du monde à 70. Alors je me dis, bon, on va essayer de le refaire à 75. Rendez-vous est pris. Voilà. Il y a De Gaulle qui avait dit la vieillesse est un naufrage, mais enfin on n'est pas obligé de couler tout de suite. Mais moi j'ai appris à nager. C'est seulement à 35 ans que vous vous êtes mis au tennis. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prête à partir sur une nouvelle discipline? Si je devais arrêter, je crois que je me contenterais de marcher. Je pense pas que je ferais non, une nouvelle discipline. Non, je reprendrai un peu plus de guitare, des trucs un peu plus calmes. Et autrement, la marche, la promenade, la plongée, ça oui, ça j'adore. Mais ça, c'est pas difficile, hein, il suffit de pas avoir peur. On met une bouteille sur le dos et c'est bon. Quand il y a un truc qui m'aurait plu, si j'avais 18 ans, c'est de faire du kitesurf. Tu vois, j'avais fait de la planche à voile, et j'aurais bien aimé me faire tirer par un petit cerf-volant, pas un cerf-volant, mais un parachute. Parmi les rencontres de personnalités sportives, quelles ont été celles qui ont été décisives pour vous? Tina Navratilova, qui m'a dédicacé son bouquin, et c'est pas mal, elle a mis « Enjoy life ». Ça veut dire profite de la vie, réjouis-toi de la vie et profites-en. Et je pense que ça, c'est un bon leitmotiv. Surtout, je l'ai rencontré par hasard parce qu'elle jouait avec le Racing Club. Et il y a très longtemps, j'avais lu son livre, donc j'ai pu lui en parler en anglais, parce qu'entre-temps, j'avais appris l'anglais avec son bouquin, justement. Et donc ça m'a fait très plaisir, j'ai pu la voir jouer. J'ai toujours admiré son style, c'est une joueuse qui allait de l'avant, qui était une battante, qui allait au filet. Je trouvais ça bien, c'est ce que j'aimerais faire, mais au filet je suis nulle. J'ai acheté sa raquette là, bien récemment, enfin pas sa raquette, mais son modèle de raquette. Et je la sens mieux quand je monte au filet. Vous avez également croisé la route d'un certain Daniel Costantini. Quel souvenir gardez-vous de cette personne? Daniel Costantini, c'est un peu mon frère jumeau. D'abord, on est né à quelques jours près, on est né la même année, le même mois. Ensuite, on a eu un parcours parallèle. Il était dans l'équipe championne de France de hand. Quand moi il était joueur capitaine de l'équipe championne de France. Non, c'était pas Oligny qui était capitaine, il était joueur. Et moi, j'étais joueur capitaine de l'équipe championne de France féminine la même année. Ensuite, on s'est retrouvés au lycée Perrier, prof de gym tous les deux. Enfin, c'était mon partenaire de tennis quand il habitait à Marseille. C'est un compagnon de route. Quel message transmettriez-vous aux jeunes sportives qui ont des rêves aujourd'hui? Les jeunes sportifs qui ont des rêves, essayez de les réaliser. Il faut y aller, il faut foncer, tant que c'est possible. Oui. Donnez-moi envie d'avoir envie. Je ne sais pas si c'est pas une chanson de Hallyday ou un truc. C'est pas ma tasse de thé, je lis Hallyday, mais il me semble qu'il y a une chanson comme ça. Donnez-moi envie d'avoir envie. Que tant de têtes tombent au paradis sur terre, on y